va parler pendant quelques instants des aides visuelles, de tout ce qu'on appelle les aides visuelles et ce qui peut aider les personnes, les enfants avec autisme à faire des transitions d'un environnement à un autre, d'une activité à une autre, etc. Quand on parle des aides visuelles, déjà ce qui est clair, c'est qu'on a tous besoin d'aides visuelles. On ne s'en rend pas forcément compte, mais tout autour de nous, on navigue au milieu des aides visuelles. Il y a des aides visuelles un peu partout dans notre environnement. On a tous des agendas, tous ou presque des agendas, que ce soit des agendas papier, des agendas électroniques. On a tous besoin pour savoir quand les événements vont se passer, à quel moment on doit aller d'un événement à un autre, à quel moment on doit partir de chez nous, faire la transition entre notre domicile et notre lieu de travail. Donc c'est ces aides visuelles qui sont importantes. Donc déjà importantes pour nous tous, pour tout un chacun. Et puis quand on parle des personnes avec autisme, on sait que les informations vraiment verbales peuvent être difficiles pour elles, que les informations visuelles peuvent vraiment les aider dans leur vie de tous les jours. Donc on va voir comment ce type d'aide visuelle peuvent être mises en place, peuvent être utilisées pour les personnes avec autisme. D'autres exemples dans notre vie quotidienne, quand on prend notre voiture, on a une jauge à essence qui nous indique, c'est une aide visuelle qui nous indique est-ce qu'on doit aller mettre de l'essence, est-ce qu'on peut faire le trajet qu'on a besoin de faire, est-ce qu'il faut faire une transition pour aller à un autre endroit. Voilà un autre type d'aide visuelle qu'on a tous ou presque. Quand on va prendre notre avion, qu'est-ce qui se passe? On a un ticket, une carte d'embarquement avec un numéro de porte et puis on va regarder autour de nous, en particulier quand on est dans un aéroport, dans un pays où on ne parle pas la langue, on va se repérer avec ces aides visuelles pour savoir où est-ce qu'on doit aller et pour pouvoir prendre notre avion. Sur la télécommande, les boutons vont avoir des couleurs différentes, ça va nous aider à trouver le bon bouton, même si c'est une nouvelle télécommande. Donc on navigue tous dans ces aides visuelles. Quand on parle des aides visuelles, et en particulier pour les personnes avec autisme, elles vont permettre vraiment de concrétiser les informations, de les aider à les fixer, à les mémoriser. Et c'est ça l'intérêt, d'avoir quelque chose qui puisse être stable, quelque chose sur lequel la personne puisse s'appuyer. Elle va pouvoir s'appuyer en cas d'oubli. L'aide visuelle peut permettre de se rappeler, tiens, qu'est-ce qui se passe après, quel est l'événement, quel est le renforçateur que je vais obtenir une fois que j'aurai fini mes différentes activités. Donc les aides visuelles, elles peuvent permettre aussi de pallier à des oublis. Entre guillemets, elles vont aussi rassurer, elles vont faire en sorte que la personne avec autisme, l'enfant, puisse vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer à quel moment, qu'il puisse savoir un petit peu comment s'organise son temps, comment s'organise sa journée, comment va s'organiser les différents moments qu'il va vivre dans la journée, et qui puisse comme ça éviter l'incertitude et incertitude qui pourrait créer ce qu'on pourrait appeler de l'anxiété ou des angoisses. Les aides visuelles, elles vont aussi donner des informations sur les contingences. Sur les contingences, on verra un petit peu plus tard, quand on parle d'économie de jetons, de schéma d'activité, c'est qu'est-ce qui va se passer après quoi? Une fois que j'aurai fini ma séance de travail avec l'éducateur, à quoi je vais avoir droit? Quel va être mon renforçateur? Là aussi, c'est des aides visuelles, mais on a tous des aides visuelles. On a a priori tous signé un contrat de travail qui spécifie les contingences. Si tu fais ça et ça et ça et ça à tel moment, pour telle quantité, etc., tu obtiendras telle chose. Donc c'est des aides visuelles, c'est des choses qui permettent de concrétiser ce qui a pu être dit par ailleurs.
Les aides visuelles peuvent aussi indiquer quel est le comportement attendu. C'est notamment ce qu'on a dans les séquences d'activités, les séquences de comportement. Et ça, on en parlera quelques instants à la fin de ce petit module. Pour les personnes avec autisme, dans la plupart des cas, ces aides visuelles, elles sont indispensables. On l'a dit, elles permettent vraiment de fixer ces informations. Elles peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent prendre la forme d'un emploi du temps. Un emploi du temps comme on a dans nos agendas, dans nos plannings. Donc, qu'est-ce qui se passe la journée, la semaine, le mois, etc. Ce qu'on appelle un petit peu plus un schéma d'activité. Un schéma d'activité, c'est sur un temps plus court, quelles sont les activités dans lesquelles tu vas t'engager. Une économie de jetons. Une économie de jetons, c'est un dispositif un petit peu particulier qui indique dans combien de comportements tu pourras avoir accès aux renforçateurs, ou des aides à la transition, ou des aides aux séquences d'activités. On va revenir un petit peu plus en détail sur ces différents types d'aides. Quand on parle d'emploi du temps, c'est des outils visuels qui aident à structurer le temps, à réduire l'incertitude pour que l'enfant sache bien qu'est-ce qui va se passer et dans quel ordre. Ça peut être des emplois du temps écrits pour les enfants qui ont accès à la lecture. Un emploi du temps écrit, c'est quelque chose de très intéressant qui correspond vraiment à ce qu'on a à peu près tous. Ça peut être un emploi du temps, par exemple, dans les écoles, quand la maîtresse fait l'emploi du temps sur le tableau. 1, accueil, 2, français, 3, récréation, 4, mathématiques, etc. Ça peut être un emploi du temps avec des pictogrammes, des représentations imagées, des dessins qui représentent les différentes activités. Ça peut être un emploi du temps avec des photographies. L'intérêt des photographies, c'est d'avoir la vraie représentation de l'activité ou du lieu. Par contre, ça peut provoquer des difficultés pour certains enfants, pour lesquels, si on met une photographie, par exemple, du crayon rouge avec une fiche d'activité, pour l'enfant, ça va représenter l'activité écriture avec le crayon rouge. Et que si on change de crayon, là, c'est plus du tout la même activité. Ça, c'est à adapter aussi, la représentation qu'on va utiliser dans l'emploi du temps. Le mode de représentation doit être adapté aux enfants. On pourrait même imaginer des emplois du temps qui soient faits avec des objets qui soient très, très représentatifs des activités dans lesquelles on va. Soit les objets en eux-mêmes, soit des miniatures. Les emplois du temps, on peut avoir des emplois du temps qui recouvrent juste 1 heure d'activité ou 1 heure de séance avec l'éducateur, qui peuvent recouvrir une demi-journée, une journée, une semaine, un mois, évidemment en fonction des compétences de l'enfant, en fonction de son niveau de développement. Un enfant avec un niveau de développement de 2 ou 3 ans aura difficilement accès à un emploi du temps qui recouvrerait une semaine ou un mois. Il vaut peut-être mieux se focaliser sur des périodes qui sont plus à la journée ou à la demi-journée, etc. Au fur et à mesure du développement de l'enfant, on peut avancer dans la complexité des emplois du temps qu'on va utiliser. Donc voilà ce qu'on disait, les emplois du temps visuels doivent être adaptés au niveau cognitif de l'enfant, au niveau de ses capacités de compréhension, ses capacités de projection dans le temps, ses capacités donc, de traitement, positionnement spatio-temporel, et puis évidemment, en fonction des traitements, des stimuli visuels, donc on peut imaginer des emplois du temps qui soient avec des petites images ou des petits pictogrammes si l'enfant peut tout à fait utiliser ce genre de support. Pour un enfant avec des déficits plus importants, il va peut-être falloir utiliser des images beaucoup plus grosses, sur fond blanc, avec juste un objet qui soit pris en photo par exemple, avoir quelque chose de beaucoup plus simple.
Voilà quelques exemples d'emploi du temps, hein. On peut imaginer un emploi du temps qui soit à la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, etc., avec les différentes séquences d'activités, et puis certaines activités qui vont être différentes entre le lundi et le mardi. Donc le lundi, on a telle chose, le mardi, il y a autre chose, le mercredi, on va au parc, le jeudi, on va à la gym, etc., etc. Ça pour des enfants avec, on va dire, au minimum un âge de développement de 3 ans pour un emploi du temps à la semaine. On peut imaginer des emplois du temps qui vont juste sur la journée. À 7 heures, qu'est-ce qui se passe? À 8 heures, on va à l'école. À 2h30, on reprend le bus. À 3 heures, on fait le goûter, etc., etc. Donc là, on a un emploi du temps qui couvre la journée, du matin 7 heures au soir 8h30. Et quand arrive le soir, avec l'enfant, on refait l'emploi du temps pour la journée d'après. Et comme ça, on fonctionne tous les jours. On peut imaginer aussi des emplois du temps qui soient sur des séquences beaucoup plus courtes. Séquences beaucoup plus courtes, par exemple une demi-journée. On fait telle activité, par exemple on s'habille, on mange, ensuite on travaille sur d'autres activités liées à l'habillage, on reprend la voiture, on va à la maison. Donc une séquence beaucoup plus courte pour un enfant avec des capacités cognitives moins élevées. Maintenant, quelques mots sur ce qu'on appelle les économies de jetons. Alors, économie de jetons, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Alors, malheureusement, parfois, c'est pas très bien utilisé comme système. Là, on va juste donner quelques informations sur les économies de jetons. En fait, l'idée d'une économie de jetons, c'est de pouvoir représenter visuellement la quantité d'efforts, la quantité de comportements à émettre avant l'arrivée d'un renforçateur. C'est uniquement ça. Donc, quand on utilise des économies de jetons, il faut que les comportements que l'enfant doit avoir soient spécifiés. Alors, pas forcément à l'enfant, que ça serait mieux, au moins qu'ils soient spécifiés pour nous, qu'on sache quels sont les comportements attendus, quels sont les comportements pour lesquels on va pouvoir donner un jeton à l'enfant, et que comme ça, lui, il puisse visuellement voir les jetons s'amasser. On va voir quelques représentations imagées après de ce type de système. C'est très intéressant puisque ça lui indique vraiment tout ce qu'il lui reste à faire avant le renforçateur. Dans l'idée d'une économie de jetons, donc on va amasser ce qu'on appelle des jetons, mais ces jetons, c'est le terme générique. Un jeton, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un vrai jeton, comme type jeton de poker, un jeton en carton qu'on aurait fabriqué. Quand on parle de jetons, ça pourrait être des allumettes ou des billes où l'enfant amasse un certain nombre de ces jetons et peut les échanger contre le renforçateur une fois qu'il a obtenu un certain nombre de jetons. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces jetons qui vont petit à petit devenir des renforçateurs. L'enfant va les obtenir et comme ça lui permet de les échanger, d'avoir un renforçateur, quelque chose d'autre à la fin de l'obtention des jetons, petit à petit, ces jetons vont devenir des vrais renforçateurs. Mais vraiment, on utilise ce terme générique jeton, pas parce qu'il faut forcément que ça soit des petits jetons rouges, c'est juste le terme générique pour des renforçateurs qu'on va pouvoir échanger contre un renforçateur terminal. Voilà, dans cet exemple-là, on peut imaginer, c'est un système d'économie de jetons, où on a certaines cases. À chaque fois que l'enfant fait le comportement attendu, donc le comportement attendu, ça pourrait être un geste d'imitation, ça pourrait être de sélectionner l'objet qu'on lui a demandé, ou de faire une ligne d'écriture, ou tous les comportements auxquels on peut imaginer, auxquels on peut penser. À chaque fois qu'il émet le comportement, dans le bon contexte, quand on lui a demandé de le faire, il obtient une petite croix dans la case correspondante.
Et une fois que toutes les petites croix sont remplies, que toutes les petites cases sont remplies avec les petites croix, eh ben, il obtient le droit de soit choisir un renforçateur particulier, soit d'obtenir ce qu'il avait demandé auparavant. Mais voilà, ce système lui permet à l'enfant visuellement de savoir combien d'efforts il lui reste à fournir avant d'obtenir le renforçateur. Un autre exemple d'économie de jetons, voilà, on gagne des petits, ça peut être là pour le coup des vrais petits jetons qu'on va coller ou colorier les petites cases. Et une fois que, par exemple, la première part de pizza est remplie, une fois qu'on a colorié les 3 petits points, on a le droit à un renforçateur. Pour la part de pizza suivante, on remplit à nouveau les petites cases, on a un nouveau renforçateur, et puis une fois que tout est rempli, là, on peut imaginer le super renforçateur qui arriverait à la fin de tout ça. Encore un autre exemple, et là pour le coup avec vraiment des jetons, des vrais petits jetons de poker qu'on scratch les uns après les autres, et sur ce système-là, on a une petite image, un petit carré à la fin, dans lequel on peut visuellement représenter le renforçateur terminal. L'idée derrière ce système, c'est bien d'indiquer à l'enfant un genre de contrat de travail. Une fois que tu auras fait toutes ces activités-là, tu auras le droit de faire le renforçateur que tu as choisi. Un autre exemple, encore dans la même idée, hein, le petit train, au fur et à mesure, on remplit les différentes cases, et une fois que toutes les cases sont remplies, on a le droit de faire une activité particulière.